Chers téléspectateurs, bonjour. Nous allons parler dans notre Zoom du jour de la ville. Les villes en France sont devenues immenses et y vivre n'est plus vraiment synonyme de qualité de vie. Pour nous en parler, nous recevons sur TV Liberté Pierre Le Vigan. Pierre Le Vigan, bonjour. Bonjour. Alors Pierre Le Vigan, vous êtes urbaniste, vous êtes également essayiste et philosophe. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages dont Métamorphose de la ville. Aujourd'hui, vous nous présentez Trop moche la ville, publié par la Barque d'Or, un ouvrage qui comprend un sous-titre « Comment nos villes sont devenues laides » et vous rajoutez entre parenthèses « et obèses ». Alors vous y décrivez l'évolution de la ville en parlant de la cité de l'Antiquité pour arriver à nos grands ensembles urbains, des grands ensembles sans âme et presque sans avenir, en apparence du moins. Donc vous faites le point sur la situation actuelle et vous dressez des perspectives d'avenir. Mais avant de commencer, qu'est-ce que c'est finalement qu'une ville ? Alors en fait, à l'origine de la ville, il y a les villages tout simplement, hein, on a appelé ça éopolis, communauté villageoise, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a développement de l'agriculture, hein, en gros au néolithique, hein, vers 10 000, il y a 10 000 ans à peu près, eh bien il y a des communautés villageoises parce qu'il y a besoin de réfléchir en commun à des travaux agricoles, hein, par exemple l'irrigation, des canaux, des transports de grains, etc. Donc à partir de là, il y a communauté villageoise. Et puis surtout, très vite, qui dit agriculture dit surplus agricole. En d'autres termes, si pour nourrir 100 personnes, vous avez besoin que 100 personnes travaillent à temps plein dans l'agriculture, vous n'avez pas de surplus agricole. Si il suffit que 95 travaillent à temps plein dans l'agriculture pour en nourrir 100, vous en avez 5 qui peuvent faire autre chose que de l'agriculture. Alors ils peuvent être militaires pour défendre la cité, ils peuvent être rois, fonction politique, oracles, fonction sacrée, fonction religieuse, ou artistes, architectes, etc., ou ingénieurs. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, où travaillent ces gens dégagés par le surplus agricole, forcément dans des villes, par exemple, si vous êtes décorateur, vous allez travailler pour illustrer les dieux de la cité, et éventuellement pour décorer le palais du chef religieux, du roi, par exemple, de la cité-État. Oui, donc, en un voilà sens, comment ça se passe. On peut dire que le village se construit un peu de façon spontanée, tandis que la ville, en Mésopotamie, en Grèce, à Rome, correspond peut-être davantage à un projet humain réfléchi, peut-être défini, non ? En fait, disons que la ville, c'est quand un village dépasse une certaine taille critique, hein, qui est relativement difficile à définir, hein, puisque dans le temps et dans l'espace. Ça dépend des civilisations, bien entendu, mais il peut y avoir un projet politique. Ce qu'on constate, c'est que de toute façon, les bourgs, hein, pour prendre un terme un peu neutre, hein, qui évoque à la fois le village et puis finalement la petite ville ou la ville petite et moyenne, les bourgs se mettent toujours dans des endroits pratiques pour le commerce, donc des lieux d'intersection. Alors très souvent au bord d'un fleuve ou au bord de la mer, ou les deux. Exemple Nantes, hein, c'est à la fin d'un fleuve et au bord de la mer, presque au bord de la mer en tout cas, et donc effectivement le lieu géographique est important. Il peut y avoir aussi des lieux intéressants parce que ça permet une fonction défensive, ça permet de protéger les campagnes, de regrouper les paysans en cas d'attaque dans un bourg fortifié, hein, voilà. Donc, et tout ça, évidemment, va avec une fonction politique, parce que qui dit ville dit généralement un roi à la tête de la ville, ou un seigneur, etc. Et puis des troupes de défense. Alors, à quel moment la ville, telle que nous la connaissons aujourd'hui, apparaît? Elle se façonne évidemment de siècle en siècle, mais il y a eu les deux tournants, hein, le tournant dont vous parlez dans votre livre, celui du 19e avec la révolution industrielle, et ensuite celui de l'après-guerre, n'est-ce pas? Absolument. Alors, en fait, jusqu'au XVIe siècle, il y a pratiquement pas de grandes villes. En Europe, en tout cas, les villes vont de 2000 habitants à 20 000 habitants. Hein. Donc actuellement, c'est ce qu'on appellerait même pas des villes moyennes, des petites villes, on peut dire des sous-préfectures de régions pas excessivement privilégiées au plan économique, comme le Limousin, comme l'Auvergne, etc. Oui. Alors vous le dites souvent dans votre livre, d'ailleurs, vous donnez beaucoup de précisions chiffrées pour bien nous remettre dans le contexte. La première ville qui dépasse le million d'habitants, c'est Londres au début du 19e. Absolument. Et Paris est à 600 000, en gros, vers 1815. C'est à partir du 17e qu'on commence à avoir des villes de 100 000 habitants environ. Paris dépasse largement au 17e, donc les 100 000.
Par contre, des villes comme Berlin sont des villes très petites à l'époque. En fait, évidemment, les villes deviennent vraiment très importantes à partir de la révolution industrielle, c'est-à-dire en gros à partir de quelques années, à quelques décennies, disons, après la Révolution française. Donc en fait, au moment où les inventions faites à la fin du XVIIIe siècle se traduisent réellement par des mobilisations d'ouvriers dans les usines. Donc à partir de là, nous avons le développement considérable de Paris. Excusez-moi. Mais auparavant, il y a eu en fait toute une série de villes qui ont été le cœur de l'économie. C'est un thème de Fernand Braudel qu'il appelle les villes-cœurs. Par exemple, il y a Sriri Jawa, qui est une ville d'Indonésie. C'est une des premières villes-cœurs, mais que nous connaissons peu, parce qu'évidemment, c'est un autre continent que le nôtre. Autrement, il y a eu Bruges, Venise, Anvers, Gênes, ensuite Amsterdam, ensuite Londres, ensuite Boston, ensuite New York, et puis maintenant on peut dire Los Angeles. Et puis peut-être faudrait-il rajouter les villes chinoises, peut-être faudrait-il rajouter Shanghai. Voilà. Donc ça a été les villes cœurs. Alors, on constate que toutes ces villes pratiquement sont au bord de la mer. Donc en fait Paris est une ville importante, mais ça n'a jamais été une ville cœur de l'économie mondiale, parce qu'au plan commercial, ça n'a jamais été une ville dont l'importance a été décisive. Alors effectivement, l'explosion de la taille, c'est à partir du 19e siècle, la révolution industrielle. Paris passe de 600 000 à 1 million d'habitants en fait en 1860. À l'époque de Napoléon III. On a à peine un demi-siècle, en fait. Voilà, et c'est en 1860 que Paris annexe les arrondissements périphériques, que Paris passe en gros de 12 arrondissements à 20 arrondissements, et là, avec 20 arrondissements, elle passe quasiment presque à 1,5 million. Et ensuite, Paris connaîtra une croissance jusqu'à 2 600 000 habitants en 1946, avant de redescendre actuellement à peu près 2 millions. Donc ça, c'est un phénomène mondial. C'est un fait. Paris est un bon exemple, une bonne illustration, mais c'est un phénomène de tous les pays avancés au plan industriel. Donc à l'époque, Europe, États-Unis, et la Russie, qui était à l'époque l'Union soviétique, est venue un petit peu après. Oui, alors en France, ce véritable boom d'habitants va avoir pour conséquence de gros travaux de rénovation, c'est la période haussmannienne, des travaux d'assainissement, d'hygiène, mais tout en gardant un certain sens de l'esthétique. Lors du second tournant que vous décrivez, après-guerre, on a dû construire vite et bien les nécessités des entreprises, l'exode rural, les arrivées massives de pieds noirs et un peu plus tard l'immigration explosive. C'est donc là que se développent les grands ensembles. Mais pourtant, vous dites dans votre livre, nos villes sont devenues laides. Est-ce que c'est à ce moment-là que les villes sont devenues laides ? C'est en bonne partie à ce moment-là, parce que c'est vrai que l'architecture haussmannienne, certes, n'a pas toujours été respectueuse de quartiers moyenâgeux qui avaient un certain charme, mais qui étaient en très mauvais état, il faut bien le reconnaître. Mais enfin, cette architecture haussmannienne a une qualité incontestable. Elle a quand même bien vieilli, ce qui est un signe. Effectivement, à partir des années 45, on rattrape un gros déficit de la construction, puisqu'on a très peu construit entre 1914 et 1945, par les grands ensembles, qui sont de la construction de qualité médiocre, et avec une absence de recherche esthétique, ou plutôt une nouvelle conception de l'esthétique consistant à considérer qu'il fallait supprimer le superflu. C'est-à-dire qu'en fait, la décoration est considérée comme superflue. Si vous voulez, il y a une nouvelle idéologie dominante, à partir de 1945, une sorte d'idéologie brutaliste au plan architectural, qui considère que plus c'est dépouillé, plus c'est beau. Alors, on pourrait ironiquement constater que plus c'est dépouillé, moins ça coûte cher, donc c'est un peu facile de décréter que finalement moins ça coûte cher, moins c'est onéreux, plus c'est beau. Donc en fait les intérêts de la construction de masse ont rejoint un petit peu les conceptions esthétiques. Force est de constater que ça a mal vieilli et que ces constructions finalement sont souvent des poches de misère, mais aussi, peut-être plus encore maintenant, de trafic.
de trafic et de ghetto. Vous évoquez ce phénomène, en fait. Ces quartiers ont été énormément peuplés, notamment avec les nécessités économiques, mais il y a eu entre-temps la désindustrialisation, il y a ensuite toute une population qui s'adapte mal parce qu'elle parle souvent assez mal la langue française, souvent d'autres pays, même d'autres cultures. Donc, l'oisiveté se répand dans ces quartiers, plus l'emploi se raréfie, et parallèlement, le bâti se dégrade. Comme vous l'avez dit, ça vieillit mal, même techniquement, ça perd beaucoup en salubrité. Donc en fait, ces quartiers ne sont plus vraiment... sont toujours habitables techniquement, mais est-ce que les habitants ne prennent plus plaisir à les habiter ? Oui, d'ailleurs, on voit très bien que quand les gens peuvent quitter ces quartiers, ils le font. Donc, à partir du moment où restent dans ces quartiers ceux qui sont obligés d'y rester, par définition, il y a un certain malaise qui s'installe, puisque finalement, si c'est pas de l'habitat choisi, c'est vrai que ça a des conséquences. Donc ça c'est un aspect, mais plus généralement l'aspect un peu terrifiant de ce qui se passe au XXe siècle, et qu'ont souligné des analystes comme Lewis Mumford, c'est l'extension considérable des villes au plan spatial et au plan du nombre d'habitants. C'est-à-dire qu'à la fois l'absence de limites et l'accroissement de la taille d'une manière totalement délirante. Tokyo a 40 millions d'habitants. C'est-à-dire le tiers de la population japonaise qui est de 120 millions. C'est absolument considérable. Shanghai a 80 millions d'habitants. Entre Abidjan, en Côte d'Ivoire, et Lagos, au Nigeria, vous avez, le long du golfe de Guinée, une sorte de ville en continu qui fait quasiment 80 millions d'habitants. La ville qui n'en finit pas. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux comme remarque, mais est-ce qu'on peut penser que cette mondialisation a conduit à vouloir être toujours plus grand pour être toujours plus fort ? Alors, c'est un petit peu ce que pointe mon sous-titre. Finalement, on a confondu force et grandeur, et on a confondu grandeur et obésité. Donc ça fait quand même deux marges d'erreur, si je puis dire. Effectivement, c'est pas le gigantisme ne prouve pas la force, il prouve surtout l'obésité. Et ça fait des villes extrêmement fragiles parce qu'elles dépendent de transports considérables pour leur alimentation et pour leur fonctionnement aussi, pour tout ce qui est réseau électrique, électronique, etc. C'est en ce sens que la question de la taille est absolument fondamentale, comme le souligne le philosophe Olivier Rey. Ivan Illich disait lui-même, quand quelque chose ne marche pas, regardez toujours du côté de la taille. Il y aura certainement un problème par rapport à la taille. Prenez un exemple trivial, mais en région parisienne, il y a un RER qui a plein de problèmes. Bien qu'ils en aient presque tous. Le RERC, il va d'Étampes à Pontoise. Oui, Étampes à Pontoise, c'est absolument énorme. Et par un trajet sinueux qui tourne sans arrêt. En fait, la taille induit inévitablement des problèmes. Trop grand, ça marche pas. Voilà. Alors le trop grand est subjectif parce que l'intelligence humaine et les robots, l'intelligence artificielle générée par l'homme prétend pouvoir avoir une solution mathématique pour tout, mais en fait concrètement il y a toujours des bugs, ça ne marche jamais. Donc évidemment la question que soulèvent les objecteurs de croissance, que soulève un Lewis Mumford, que je soulève moi aussi, c'est la question de la reterritorialisation, c'est-à-dire de redescendre vers des villes à taille raisonnable, qui fonctionnent éventuellement en réseau, mais qui ne prétendent pas avoir elles-mêmes chacune toutes les fonctions possibles et imaginables, mais qui prétendent être en réseau avec des villes peu éloignées et bien reliées, avec des villes qui peuvent être éventuellement complémentaires. Donc ça, c'est ce que Mumford appelle la nécessaire régionalisation, c'est-à-dire sortir des mégalopoles et avoir plutôt des réseaux de villes complémentaires. Et ça, c'est la solution face au gigantisme actuel. D'autant qu'il y a presque une sorte de lobby ou d'oligarchie des maires des grandes villes qui sont en quelque sorte des micro-États et qui décrètent en quelque sorte des prescriptions urbanistiques qui s'imposent ensuite, y compris dans des villes moyennes, en redescendant d'étage en étage jusqu'aux petites villes et en obligeant les petites villes à avoir les mêmes fantasmes que les maires des villes immenses. Oui, c'est un peu les
les grandes villes de province deviennent un peu des grenouilles qui veulent être aussi grosses que le bœuf. Absolument. Et avez-vous des exemples en France de villes qui pourraient correspondre à un bon modèle, dans ces villes moyennes? Alors oui, par exemple Angers. Ville qui n'est pas immense, ça fait à peu près peut-être 200 000 habitants avec la banlieue, mais là, il faudrait vérifier. Ou Le Mans, voilà, à peu près comparable à Angers. Des villes qui sont beaucoup plus petites que Toulouse, que Bordeaux, que Lyon, que Marseille, et bien entendu que Paris, qui fait entre 12 et 14 millions d'habitants, si on considère vraiment l'aire urbaine de Paris, l'aire urbaine de Paris qui inclut en fait une grande partie de la région Île-de-France, mais même une partie de la région Picardie. C'est-à-dire qu'il y a des villages, des bourgs de Picardie qui sont en fait des banlieues de Paris. C'est le phénomène qu'on a pu appeler la banlieusisation. Voilà. Et donc, des villes comme Angers, des villes comme peut-être La Roche-sur-Yon aussi, en Vendée, puisque la Vendée est une région intéressante, parce qu'il y a un certain équilibre entre l'activité, le logement et la nature. Donc, oui, il y a des villes qui fonctionnent relativement bien. Des villes, en fait, donc, qu'il est facile de quitter pour la campagne, pour le vert. Absolument. Ce qui donne un cadre de vie très agréable. Prenez Angers, il y a une université publique, laïque, il y a une université catholique, la nature n'est pas loin, les transports sont là, il y a même un TGV. Donc, si vous voulez, c'est effectivement, c'est une ville qui offre une bonne partie des avantages des grandes villes, sans avoir une bonne partie des inconvénients des grandes villes. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Après, bien entendu, je ne dis pas que cette ville, ce genre de ville, échappe à toutes les pathologies contemporaines liées à nos sociétés, notamment au fait que nos sociétés sont excessivement multiculturelles, etc. Et qu'il y a des antagonismes entre les différentes communautés présentes. Mais c'est quand même un bon équilibre. Malheureusement, il y a d'autres villes moyennes qui sont plutôt en déclin. Par exemple, des villes comme Montluçon, des villes comme Nevers, alors qui sont plus petites qu'Angers, ont perdu des habitants, perdent régulièrement des habitants. En gros, c'est des villes qui étaient à 50 000, 55 000, qui sont plutôt descendues. C'était peut-être un coin plutôt industriel, c'est peut-être ça l'explication. Alors, ils sont descendus en gros à 35 000, et surtout, il y a de moins en moins d'activités industrielles. Le tertiaire a peu pris le relais. Les transports sont généralement déficients. La ligne Paris-Montluçon nécessite plusieurs changements. Enfin, elle est assez catastrophique. Et puis, effectivement, malgré, par exemple, Montluçon, il y a un très joli quartier médiéval, absolument charmant, mais effectivement, le dynamisme économique n'est guère présent. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui a été abandonné au tournant de la Ve République, c'est les politiques d'aménagement du territoire. Et oui, c'est ça. Il y a un moment où il a fallu, ils ont décidé sous Giscard d'arrêter les constructions de grands ensembles, mais en fait, on a l'impression que chaque président a voulu prendre en charge le problème de la ville. Il y a même eu sous François Mitterrand un ministère de la ville qui a été institué. Alors, en fait, est-ce qu'il manque pas, tous ces présidents n'ont pas, ces gouvernements qui sont succédés n'ont pas manqué de vision, même tout simplement sur le long terme? Oui, alors l'arrêt des grands ensembles, c'est même un tout petit peu avant Giscard, même si Giscard l'a confirmé, voire amplifié, parce qu'il n'aimait pas les tours notamment, les grands ensembles étant parfois des tours, parfois aussi des bars. Mais en fait, l'arrêt des grands ensembles, c'est une circulaire d'Olivier Guichard de 1973, donc c'était encore la présidence de Pompidou et Pierre Messmer était Premier ministre. Effectivement, oui, pas de vision. Alors, l'époque gaulliste est une époque où il y avait pas du tout de vision de la ville, pour le coup. Autant De Gaulle a pu avoir une vision internationale intéressante, autant il ne s'intéressait pas aux questions de la ville, ou plus précisément, il laissait le champ libre aux modernistes. Et les modernistes voulaient des autoroutes partout, des autoroutes en pleine ville, etc. Et ça a continué sous Pompidou, en gros jusqu'à ce tournant de 1973. Donc effectivement, l'idée était que la ville doit s'adapter à la modernité, à la voiture, etc. Et qu'il fallait faire du moderne, d'où la défense, etc. Effectivement, les grands ensembles, voilà. Donc voilà. Et alors, pendant cette période, de toute façon, toutes les villes ont cette espèce de dogmatisme de la croissance. Si vous voulez, moi, ce que je mets en cause, c'est l'absence de réflexion sur la taille critique, au-delà de laquelle une ville devient une
pathologie urbaine, au-delà de laquelle ça devient une sorte de cancer urbain, de la réflexion sur les limites territoriales, l'idée que c'est pas un problème, qu'on peut toujours reculer les limites de la ville, on mange encore 10 km de surface naturelle ou de surface agricole. Il faudrait absolument créer des zones qui ne sont plus mangeables, qui ne sont plus consommables par de l'espace urbain autour des grandes villes, alors que, évidemment, on peut considérer qu'il y a un peu plus de marge pour les villes moyennes. Et ensuite, il y a aussi la question du polycentrisme. C'est-à-dire que est-ce que tout doit converger dans un cœur, comme à Paris où tous les RER arrivent au Châtelet, ou est-ce qu'on doit avoir une vision polycentrique? Par exemple, à Tokyo, il y a plusieurs centres. Alors, c'est une ville énorme, hein, j'ai dit 40 millions d'habitants, mais cet inconvénient d'une masse excessive, on est bien d'accord, est compensé quand même par le fait que c'est une ville polycentrique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'aller se distraire, d'aller voir des gens, il n'y a pas un centre unique. Alors c'est vrai qu'à Paris, on peut aussi considérer qu'il y a plusieurs centres, il y a Châtelet, il y a Opéra, etc. Je pense qu'il y a même un exemple que tous les transports arrivent quasiment à Châtelet. De Lyon, hein, qui est un peu polycentrique. C'est vrai Alors Lyon est plus polycentrique. Il y a Pardieu, il y a l'hôtel de ville. C'est vrai qu'il y a plusieurs centres. Quel est le centre de Lyon Encore que la Pardieu n'est pas un charme considérable, honnêtement. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas, voilà, ce serait plutôt Opéra. En tout cas, c'est un centre en termes de transport et d'activité humaine. Et d'activité, bien entendu. Et alors, peut-être la taille, la limite. Troisième aspect, c'est qu'une ville connaisse une croissance, c'est pas en soi un problème. Ce qui devient pathologique, c'est quand une croissance est trop rapide. Prenez Créteil, la ville de Créteil. 1945, vous avez 11 000 habitants. Depuis l'an 2000, elle est à 100 000, ça continue un tout petit peu de croître, mais vous voyez, donc en 55 ans, elle est passée de 11 000 à 100 000. Ça va pas. Il y a un problème de croissance trop rapide, ce qui fait que les traces de l'histoire, les possibilités de transmission d'un bâti témoin d'une histoire ancienne ont quasiment disparu, ont été noyés dans la nouveauté. Et donc ça, c'est un drame. C'est-à-dire que c'est un problème fondamentalement de vision de la société. Est-ce qu'on veut qu'une société soit en quelque sorte une racine qui tend vers un but, ou est-ce qu'on considère que ça doit tendre vers un but, mais hors sol, sans racine? Bon, le problème d'une ville nouvelle, c'est que par définition, on nie la nécessité d'avoir une racine, d'avoir un ancrage originel. Hein, donc le problème des villes n'est pas tellement différent de la façon même dont on conçoit la société. Hein, est-ce qu'on veut une société de transmission, ou est-ce qu'on veut une société de la table rase et du hors-sol? Alors c'est vrai que la transmission, en fait, on l'a surtout celle du passé. Parce que chaque ville, la plupart des villes de France ont un peu gardé leur vitrine, leur centre historique. Mais on a l'impression que c'est presque une sorte de rente. On n'innove plus vraiment. Alors, c'est le problème. Alors, évidemment, il y a parfois quelques constructions nouvelles qui ne sont pas sans intérêt. Je déteste pas le Mucem de Ricciotti à Marseille, par exemple. Mais effectivement, l'un des problèmes principaux, c'est quand même que la masse des constructions dans une ville, c'est pas un musée, c'est pas une préfecture, c'est pas un hôtel du département, c'est les logements. Or, vraiment, la pauvreté architecturale de la masse des constructions de logements est quand même quelque chose d'assez attristant. Hein, vraiment, on fait très peu d'efforts pour construire des logements qui aient un style architectural. Un des rares exemples, c'est à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, le quartier Montgolfier. Là, on voit qu'il y a quand même toute une série d'immeubles qui ont été construits depuis les années 1995, 2000, 2005, qui ont quand même une certaine qualité architecturale. On voit aussi des choses intéressantes au Plessis-Robinson, des constructions récentes qui ont une certaine valeur architecturale, un certain style. Ils peuvent avoir adapter un peu le moderne à l'originalité. Le moderne ne devrait pas être monotype. Oui. Il doit y avoir une pluralité du moderne, de même qu'il doit y avoir une pluralité non pas de la technique, mais des techniques. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut sortir de l'idée d'un modèle unique. Oui, et ben nous verrons en tout cas quelle sera la suite des évolutions. En tout cas, merci beaucoup Pierre Le Vigan pour tous vos éléments de réponse. Nous verrons si la ville dans quelques années sera toujours agréable à habiter. En revanche, chers téléspectateurs, que vous soyez en ville ou à la campagne, ou dans les grandes villes ou dans des villes moyennes, nous espérons que ce Zoom vous a intéressé et nous vous disons à très bientôt.